Bonjour à tous. Il y a beaucoup de sortes de mathématiciens. Certains sont plus intéressés par les applications, ils cherchent à résoudre des problèmes concrets, mais d'autres, au contraire, ne puisent pas leur motivation dans les autres sciences et cherchent à cultiver les mathématiques pour les mathématiques. Les problèmes qui les intéressent, qui intéressaient Michel et Jean-Christophe, provenaient pour l'essentiel de la dynamique, la mécanique des corps célestes, mais ils n'étaient pas astronomes pour autant, et je ne crois pas qu'ils aient jamais dépassé le stade de l'amateur dans l'observation des astres. Beaucoup de mathématiciens se nourrissent des autres sciences, en provenance des autres sciences, en cherchant à développer des résultats précis, mais dans le cas de Michel et de Jean-Christophe, les applications étaient en quelque sorte secondaires. Vous connaissez probablement la citation de Goethe sur les mathématiciens. Les mathématiciens sont comme les Français, quoi que vous leur dites, ils le traduisent dans leur propre langue et le transforment en quelque chose de totalement différent. En élargissant les problèmes et en les simplifiant, il n'est pas rare qu'une idée de mathématiques puisse revenir vers les autres sciences dans des directions qu'on ne supposait pas initialement. Les mathématiques de Michel et de Jean-Christophe s'inscrivent dans cette perspective, motivées par la mécanique céleste, mais en aucun cas en vue d'application directe. Ils ont permis de dégager des concepts utiles dans un grand nombre de sciences, y compris et peut-être surtout dans les mathématiques elles-mêmes. Mon but aujourd'hui n'est pas de vous décrire des résultats mathématiques de Michel et Jean-Christophe, mais de préparer le terrain pour les autres conférenciers en essayant de décrire un paysage, celui dans lequel ils ont travaillé avec passion. Je n'ai bien sûr pas le temps de décrire l'histoire de notre compréhension du système solaire depuis plus de 2000 ans. Mais si je devais résumer en une phrase, je dirais qu'on est passé de l'harmonie au chaos. La cosmologie des anciens est fondée sur le mouvement circulaire uniforme, symbole de la perfection. La Terre est fixe, au centre de l'univers, et les astres tournent sur des sphères cristallines. Les étoiles sont accrochées à l'une de ces sphères, la sphère des fixes, qui fait un tour par jour autour de l'axe nord-sud. Le Soleil est accroché sur une autre sphère qui fait un tour par an autour d'un axe un peu incliné par rapport au précédent, mais qui est aussi entraîné par la sphère des fixes. Les mouvements des autres astres sont un peu plus compliqués, mais résultent toujours de la superposition de mouvements circulaires. Dans le système de Ptolémée, qui a été le dogme pendant plus de 14 siècles, c'est un assemblage de 55 cercles qui se cumulent, qui s'ajoutent et qui tournent comme un mouvement d'horlogerie harmonieux. Voici l'exemple le plus simple. Au centre, la Terre, fixe. Un point tourne autour de la Terre sur un cercle d'un certain rayon avec une certaine vitesse angulaire constante. Autour de ce point tourne un autre point sur un autre cercle avec un autre rayon et une autre vitesse. La superposition de ces deux mouvements s'appelle un épicycle. Cet épicycle peut présenter des bouclettes. Et c'est très bien, car c'est en effet ce qu'on observe dans le ciel quand on regarde la trajectoire d'une planète. Voici, par exemple, la trajectoire rapportée à la sphère des fixes, dans laquelle on voit Mars qui semble faire demi-tour avant de repartir. Si le rapport des deux vitesses est un nombre rationnel, quotient de 2 entiers, le mouvement est périodique et on parle de résonance. Si ce rapport est par exemple 2/3, quand le premier cercle a été parcouru 3 fois, le second a été parcouru 2 fois et on se retrouve à la position initiale, le mouvement se répète périodiquement. Mais si ce rapport est au contraire irrationnel, la courbe ne se répète jamais exactement. Elle repasse presque aussi près que l'on veut de sa position initiale. Le mouvement n'est pas périodique, on dit qu'il est quasi-périodique. Ainsi, le monde tel que les anciens le voyaient était quasi
périodique. Il faudra attendre Henri Poincaré, à la fin du XIXe siècle, pour remettre tout cela en question. Cette quasi-périodicité est cruciale dans notre vie de tous les jours. Nous vivons dans une superposition de cycles, de périodes variées. Que serait devenu notre monde si les journées ou les années ne revenaient pas de manière régulière, si nous n'avions pas de saisons, si les nouvelles lunes arrivaient de manière aléatoire? La quasi-périodicité est ancrée dans notre culture. Et pourtant, nous savons aujourd'hui que le système solaire est chaotique, en tout cas n'est pas quasi-périodique si on le considère sur de très très longues périodes de temps. Avant d'expliquer le sens du mot chaotique dans le contexte mathématique très particulier, je voudrais dire que cette problématique quasi-périodique versus chaotique est au cœur des travaux de Michel et de Jean-Christophe. Si un système est en mouvement, comme un système solaire par exemple, qu'est-ce qui est le plus probable? Le quasi-périodique ou le chaos? Pour caricaturer, je dirais que les travaux de Michel cherchaient plutôt à dénicher la quasi-périodicité, alors que Jean-Christophe, au moins dans la seconde partie de sa carrière, se penchait plus sur le chaos. Jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que de la description du mouvement des astres et pas de leur explication. Ce passage de la cinématique à la mécanique céleste est dû au génie de Newton, dont il est difficile de dire s'il était plus mathématicien que physicien. Il crée l'outil mathématique, le calcul infinitésimal, et il comprend que les forces se traduisent en accélération. Sa loi de la gravitation universelle est célèbre. Deux corps s'attirent proportionnellement au produit de leur masse et en raison inverse du carré de leur distance. Tout est là. Les équations du mouvement sont écrites, il n'y a plus qu'à les résoudre. Mais ce « y a plus qu'à » ne sera pas si simple. Les débuts sont impressionnants. Newton considère le mouvement d'une planète qui ne serait attirée que par un soleil fixe. C'est assez raisonnable car le Soleil a une masse 1000 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes, et il démontre, en résolvant ces équations, comme un mathématicien, ce que Kepler avait observé, comme un astronome, que les planètes décrivent des ellipses autour du Soleil. Mais il n'y a pas qu'une seule planète dans le système solaire. La Terre, par exemple, est également attirée par Jupiter, dont la masse est de l'ordre du millième de celle du Soleil. Un millième, ça n'est pas beaucoup, vous me direz. Mais on pourrait penser que cette petite force additionnelle pourrait avoir des effets significatifs. Par exemple, la distance Terre-Soleil pourrait peut-être diminuer d'un millième de sa valeur chaque année. Au bout de 1000 ans, les conséquences pour la Terre seraient dramatiques. Comment expliquer le fait que Jupiter a un effet heureusement plus petit que ce qu'on pourrait craindre? C'est là que la vraie mécanique céleste commence à être intéressante. C'est le grand Gauss qui a eu une idée géniale au début du XIXe siècle en inventant ce qu'on appelle la méthode de moyennisation. Voici son idée. Imaginons un Soleil fixe et deux planètes assez petites qui tournent autour du Soleil sur des cercles. Imaginons que le rayon du petit cercle soit bien plus petit que celui du second. Alors, la première planète tournera beaucoup plus vite que la seconde. Placez-vous sur la seconde planète, celle qui est loin du Soleil et qui est lente, et observez les forces auxquelles vous êtes soumis. Il y a bien sûr la force d'attraction vers le Soleil, c'est la force principale. Et puis, il y a la force d'attraction vers la petite planète, beaucoup plus petite. Le problème, c'est que cette force secondaire change sans cesse de direction et que ce changement est très rapide. L'idée de Gauss est de dire que cette force très petite, qui fluctue très rapidement, peut être remplacée par sa moyenne dans le temps. En pratique, cela veut dire qu'on fait comme si la petite planète bleue laissait derrière elle un sillage solide et on remplace la planète en mouvement, en rotation, par une espèce de tube
en forme d'anneau solide dans lequel on répartit uniformément la masse de la première planète. Du coup, la seconde planète n'est plus soumise, la première planète, n'est plus soumise à une force fluctuante, mais à une force constante, et l'équation à résoudre devient beaucoup plus simple, et on peut la résoudre en utilisant les bonnes vieilles méthodes de Newton. Cette méthode de moyennisation de Gauss est-elle correcte? Ce n'est certainement pas un théorème, mais c'est une bien bonne idée. C'est en développant ces idées que Laplace, dont on disait qu'il était le Newton français, a démontré le théorème de stabilité du système solaire, qui n'est pas non plus un théorème. C'est plutôt un grand problème qui n'est toujours pas résolu et qui était certainement un rêve que Michel et Jean-Christophe auraient adoré résoudre. Imaginez notre système solaire en mouvement. Supposez d'abord que les planètes ne sont soumises qu'à l'attraction du Soleil et pas à celle des autres planètes. Alors chaque planète tournera autour du Soleil sur sa propre ellipse en ignorant les autres planètes. On dit qu'il s'agit d'un système complètement intégrable. Le mouvement est quasi périodique. Maintenant, ajoutez à ce système les petites forces de perturbation que nous avons négligées dans un premier temps. Que va-t-il se passer? Le vrai système solaire sera-t-il stable? Ces petites forces, après quelques millénaires, ne pourraient-elles pas déséquilibrer l'ensemble? Une planète, la nôtre par exemple, ne pourrait-elle pas être éjectée du système solaire et partir vers l'infini? Voilà la question que Michel et Jean-Christophe et beaucoup d'autres auraient aimé résoudre. Laplace applique sa méthode de moyennisation à l'ensemble du système solaire et peut conclure que cette moyennisation est encore quasi périodique et donc stable. Fort bien, mais le système moyennisé rend-il compte du vrai système? Le vrai système solaire est-il stable? Pour comprendre la nature du problème, je voudrais vous présenter un modèle jouet, un petit problème analogue à celui qui nous intéresse, mais beaucoup plus simple et qui contient encore l'essence des difficultés. Considérons un point qui est sur un cercle et qui change de position chaque seconde. À chaque seconde, on le fait tourner, toujours du même angle. Alpha. Si cet angle exprimé en degrés est un nombre rationnel, le rapport de deux entiers, alors la situation sera périodique, comme précédemment. Si le nombre alpha est irrationnel, alors le mouvement sera quasi périodique, le point passera aussi près qu'on le souhaite de tous les points du cercle. On dit que les trajectoires sont denses. Nous allons maintenant perturber ce mouvement simple de la manière suivante. Au lieu de nous placer sur un cercle, plaçons-nous sur un cylindre. Chaque point du cylindre a une coordonnée angulaire, θ, et une coordonnée verticale, z. Imaginons maintenant que ce point sur le cylindre saute à chaque seconde. La coordonnée angulaire θ augmente comme précédemment à chaque seconde du même angle alpha, mais cette fois-ci, la coordonnée z augmente d'une quantité, u de θ, qui dépend de la position θ. Autrement dit, le point tourne sur le cylindre et la coordonnée z, quant à elle, est soumise à une poussée, tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, dépendant de la position où on se trouve. C'est un peu comme notre planète extérieure qui tourne et qui est soumise à l'attraction fluctuante de l'autre planète. C'est un peu comme, mais ce n'est pas la même chose. Goethe n'avait pas tort. Essayons la méthode de moyennisation. On suppose que la valeur moyenne de la perturbation est nulle, le point tourne et la coordonnée z est tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, en moyenne 0. Que va-t-il se passer? Le système moyennisé est stable, mais le vrai système est-il stable? Il y a au moins une situation dans laquelle notre moyennisation ne va pas fonctionner, lorsque alpha est un nombre rationnel. La situation est particulièrement claire quand alpha égale 0. Le point ne bouge pas. Alors, sur le cylindre, le point est toujours soumis à la même poussée vers le haut,
Il monte, il monte, il monte, il part vers l'infini. Le système est instable. Le fait que la moyenne de la poussée soit nulle sur tout le cercle ne nous aide pas, puisque précisément, notre point ne visite pas tout le cercle. Le même genre d'argument montre que si alpha est rationnel, la méthode de moyennisation échoue. Que se passe-t-il quand alpha est irrationnel? C'est là que les choses deviennent intéressantes mathématiquement. Il y a des nombres plus ou moins irrationnels. Écrivez le nombre 0, le nombre suivant. 0, suivi par une virgule et un 1. Vous obtenez 0,1, c'est-à-dire un dixième, un nombre rationnel, bien sûr. Ajoutez un nouveau 0, puis un 1. Vous avez 0,101. C'est encore un nombre rationnel et même un nombre décimal. Ajoutez maintenant 10 zéros, puis un 1. Vous avez toujours un nombre rationnel. Ajoutez maintenant 100 zéros, puis un 1. Vous obtenez toujours un nombre rationnel. Continuez ainsi à l'infini en ajoutant chaque fois plus de zéros. Le nombre que vous obtenez est irrationnel, bien sûr, puisque ces décimales ne sont pas périodiques. Mais il n'est irrationnel que pour les mathématiciens. Les physiciens les considèrent comme un nombre rationnel. Il diffère de 0,101 d'un peu plus de 10 puissance moins 10. Et il diffère de 0,1010001 de 10 puissance moins 100. Pour un physicien, 10 puissance moins 100, c'est 0. Notre nombre est donc rationnel pour un physicien, irrationnel pour un mathématicien. Ces nombres qui sont irrationnels mais qu'on croirait rationnels, les mathématiciens les appellent des nombres de Liouville. Les vrais nombres irrationnels, ceux qui ne peuvent pas s'approcher raisonnablement par les nombres rationnels, on les appelle des nombres diophantiens. La plupart des exposés de Michel et Jean-Christophe commençaient par le rappel de la définition précise des nombres diophantiens comme une litanie. Écoutez-le. Okay, so I have to recall some arithmetic. So one defines the numbers that satisfy a Diophantine condition, the set of alphas in R, such that there exist gamma positive and beta positive or zero, such that for every p over q, alpha minus p over q is bigger than gamma 2 plus beta. This set of numbers is full measure. Voici la suite un petit extrait de la suite de l'exposé de Michel. If you knew that you see that really gives you the Beltrami form of the Ziegel disk. And once you know the Beltrami form of the Ziegel disk, a geometry of the Beltrami form of the Ziegel disk, you can get a much better geometric hold of... J'arrête là. Revenons à notre cylindre. La moyennisation échoue lorsque alpha est rationnel et on montre qu'elle échoue tout autant lorsque alpha est un nombre de Liouville, ce qui n'est pas étonnant puisque ces nombres sont physiquement rationnels. En revanche, lorsque alpha est un nombre diophantien, cette méthode fonctionne. C'est un théorème qui n'est pas très difficile, mais qui montre la subtilité dans le problème de la stabilité du problème du système solaire. En 1954, Kolmogorov énonce un théorème qui sera précisé par la suite par Arnold et Moser. Il s'agit du théorème CAM, Kolmogorov, Arnold, Moser, célèbre parmi les mathématiciens, un tour de force d'analyse. Ce théorème affirme que si on perturbe un peu un système quasi-périodique, et si les rapports des fréquences qui sont en jeu sont des nombres diophantiens, vraiment irrationnels, alors la méthode de moyennisation fonctionne et les trajectoires du système perturbé sont encore quasi-périodiques avec une très grande probabilité. Je pense pouvoir affirmer que ce théorème était le préféré de Michel et Jean-Christophe. L'une des difficultés vient cependant de l'expression « si on perturbe un peu ». Certes, mais de combien? Est-ce que le 1/1000 de perturbation qu'on constate dans notre vrai système solaire, est-ce que c'est un peu? Hélas, le théorème CAM demande vraiment une toute petite perturbation, bien plus petite que 1/1000
de sorte que le théorème en question est inutile en pratique. Je me souviens que Michel insistait souvent sur cette question. Il voulait démontrer un théorème CAM quantitatif et effectif, comme il disait, qui puisse s'appliquer dans des situations concrètes, comme le système solaire par exemple, mais aussi le mouvement du plasma dans un tokamak ITER. Voici une autre façon de perturber une rotation. Cette fois, pensez à un nombre complexe, z, et faites-le tourner. Chaque seconde, z est remplacé par exponentielle i alpha z. On l'a fait tourner d'un angle alpha. Comme perturbation, ajoutez un petit terme non linéaire, z carré. Chaque seconde, z est changé en exponentielle i alpha z plus z carré. Que se passe-t-il? La nouvelle dynamique est-elle stable? Tout dépend de l'angle alpha, comme précédemment. Si alpha est diophantien, Siegel a démontré la stabilité. Dans un petit voisinage de zéro, la nouvelle dynamique est encore une rotation. Le rapport avec la mécanique céleste? Aucun, ou presque. C'est encore un exemple pour Goethe. Mais ce théorème de Siegel est pourtant publié dans un livre dont le titre est « Mécanique céleste ». Michel et Jean-Christophe ont été les grands maîtres de ce genre de questions et ont poussé la compréhension de ce théorème de Siegel jusque la quasi-perfection. D'autres conférenciers aujourd'hui aborderont ce thème. Voici un disque de Siegel. Qu'en est-il du chaos? Les systèmes dynamiques essentiellement Poincaré étaient le fondateur. Les systèmes dynamiques essentiellement Poincaré étaient le fondateur de cette branche. Et donc le problème qui apparaissait en mécanique céleste, c'était que les périodes des différentes planètes ont entre elles des relations. Par exemple, le temps que met Saturne pour faire le tour de son orbite est à peu près 2/5 de temps que Jupiter met pour faire le tour de son orbite. Et ceci provoque des déviations importantes par rapport aux lois keplériennes. Alors ce sont des phénomènes très très compliqués, surtout dans le cadre de la mécanique céleste, mais dans un cadre mathématique abstrait, on peut les rencontrer de façon beaucoup plus simple, et bien sûr on préfère d'abord les étudier sous leur forme simple. Et donc ce que j'ai fait, c'est un peu, dans une fois la forme la plus simple où ils existent, en tout cas dans le cadre analytique, j'ai parlé de la dynamique, enfin de l'itération, de transformation. Alors, le terme maintenant technique, c'est holomorphe, c'est une certaine classe de transformation possédant de très bonnes propriétés autour d'un point fixe, mais on rencontre basiquement la même type de difficultés, sauf que isolées, je dirais, par rapport à ces difficultés qui sont apparues en mécanique céleste. Est-ce que l'un d'entre vous a entendu la bêtise que disait Jean-Christophe? Quelle grosse bêtise a-t-il prononcée? Voilà, il a dit 2/5, c'est 5/2, bien sûr, parce que Saturne est au-delà de Jupiter. Voilà, c'est la preuve que ce n'était pas un astronome. Voilà. Voilà. Alors, qu'en est-il du chaos? Eh bien, je ne dirai pas grand-chose, parce que nous allons écouter une petite vidéo dans laquelle Jean-Christophe lui-même explique de quoi il s'agit. Dans une situation quasi périodique, si deux configurations du système solaire, par exemple, sont très proches à un certain moment, elles resteront très proches pendant très longtemps. Les astronomes adorent cela puisque ça leur permet de faire des prévisions à long terme, même s'ils n'ont pas une précision excellente sur la position initiale. Dans une situation chaotique, c'est le contraire. Les distances entre les trajectoires croissent de façon exponentielle et le futur devient imprévisible. Par exemple, Jacques Lascar a montré, grâce à un calcul numérique absolument extraordinaire, que chaque 10 millions d'années, il faut s'attendre à ce que les distances entre deux trajectoires se multiplient par 10. 10 millions d'années, c'est beaucoup pour un être humain, mais c'est finalement assez peu pour l'histoire du système solaire. Après 20 millions d'années, le facteur devient 100, et après 100 millions d'années, les distances se multiplient par 10 milliards, ce qui rend toute prédiction du futur totalement illusoire. Mais si l'on pose les bonnes questions, si l'on est moins exigeant sur la prévision du futur, on peut utiliser des probabilités et on peut alors espérer dire des choses utiles. Voilà donc comment je vois le paysage mathématique de Michel et Jean-Christophe. Motivés par la physique, et tout particulièrement par la mécanique céleste, mais en aucun cas esclaves du problème initial, ils ont tous les deux cherché à comprendre les limites
entre le chaos et l'harmonie. Je vous propose maintenant, pour terminer, une petite vidéo sur le chaos, enregistrée par Jean-Christophe à l'occasion de l'anniversaire des 350 ans de notre Académie. Écoutons-le nous expliquer que les systèmes chaotiques sont imprévisibles, mais qu'ils sont bien loin d'être incompréhensibles. Le mot chaos est utilisé par les mathématiciens et les physiciens depuis la fin des années 1970. Les spécialistes de la théorie des systèmes dynamiques, dont je suis, cherchent à comprendre le comportement sur le long terme dont l'évolution est connue sur le court terme. Certains systèmes ont un comportement très régulier. En particulier, c'est ce qui nous a permis de mesurer le temps. Le mouvement régulier des planètes, par exemple, sur des échelles d'années ou de siècles, ou à des échelles plus courtes, la répétition des oscillations d'un pendule ou d'autres mouvements d'horlogerie pour mesurer le temps sur des échelles plus courtes. Par contre, d'autres systèmes ont une évolution chaotique. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la moindre incertitude dans la position initiale produit, après une période de temps relativement courte, une incertitude totale sur la position. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. La possibilité que le battement d'aile d'un papillon, ici en France, produise, après une période de temps relativement courte, des effets notables sur le climat, en Nouvelle-Zélande par exemple. Il y a cet aspect imprévisibilité, mais ça ne veut pas dire, comme on a tendance à associer au mot chaos, absence de structure. Au contraire, ces systèmes chaotiques obéissent à des lois statistiques tout à fait connues. C'est en fait des lois qui sont issues de la théorie des probabilités, la loi des grands nombres ou la distribution en cloche autour d'une valeur moyenne. Donc ce sont des systèmes déterministes, mais en les observant, on a tout à fait l'impression d'un système régi par le hasard. Alors, des exemples, le mouvement d'une boule de billard qui rebondit contre des obstacles concaves, certains aspects de la météorologie, mais aussi même le mouvement des planètes, car si à une échelle relativement courte de l'ordre d'années ou de siècles, le mouvement est extrêmement régulier, à des échelles plus longues comparables à l'âge du système solaire, Jacques Lascar, qui est astronome ici à l'Académie, a montré qu'il y a certains aspects assez chaotiques. Donc on peut utiliser ces propriétés dynamiques chaotiques de façon concrète. C'est le cas, par exemple, dans l'acheminement des satellites aux confins du système solaire avec une énergie relativement limitée. Les systèmes chaotiques sont imprévisibles, mais ils sont loin d'être incompréhensibles. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait partager ce paysage, c'était très lumineux. Et j'ouvre maintenant la discussion. Qui souhaite poser une question à Étienne Gis? Oui, si, je vous en prie. Vous avez un micro là. Oui, c'est sur la dernière phrase, en fait. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu plus? Les systèmes chaotiques sont imprévisibles, mais ils sont loin d'être incompréhensibles. Oui, je peux expliquer un peu, oui, en effet. Merci d'avance. Imprévisibilité, ça veut dire que il m'est strictement impossible de connaître la position, par exemple, de la Terre dans 500 000 ans. C'est impossible. Parce que pour connaître cette position, il faudrait connaître la position aujourd'hui à l'angstrom près. Et il faudrait avoir une précision tellement impossible qu'on n'y arrivera jamais. Donc l'imprévisibilité, c'est en ce sens. Il est impossible de connaître la position d'une planète dans, je disais, 500 000 ans. Par contre, on peut poser des questions qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont tout à fait intéressantes. Par exemple, on peut dire, entre 500 000 ans et 500
1000 ans plus 10 000 ans, donc pendant une période de 10 000 ans, en moyenne, où se trouvera la Terre. On ne peut pas savoir exactement où elle sera exactement à tel moment, mais en moyenne, on peut poser des questions et c'est tout à fait intéressant. Pour changer de thématique, on prend toujours l'exemple du climat. Par exemple, si vous me demandez quelle température il fera à Paris dans 52 ans, 3 jours et 6 heures, j'en suis strictement incapable. En revanche, la météorologie et la science peuvent faire des progrès suffisants pour peut-être savoir quelle sera la température moyenne pendant le mois d'août 2032. Hein? Alors, je ne suis pas sûr que la science en soit encore capable, mais calculer des moyennes sur de longs intervalles, voilà ce qui fait partie du travail de Jean-Christophe ou Michel. C'est ce que les mathématiciens appellent la théorie ergodique, qui, au lieu de chercher des événements précis, cherche à comprendre des moyennes. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Voilà. Donc c'est une très belle phrase de Lorentz, celui du fameux papillon de Lorentz. Lorentz avait expliqué quelque chose, à peu près la même chose, en disant je ne peux pas prévoir à quelle date il y aura un ouragan, parce que cet ouragan sera peut-être engendré par le mouvement d'un papillon, peut-être. Mais il y a tellement de papillons que chacun d'entre eux peuvent engendrer des ouragans. Ça, je ne peux pas vous dire quand il y aura un ouragan, mais en revanche, si je travaille fort, si les physiciens font suffisamment de calculs, si les physiciens font suffisamment d'observations, ils pourront savoir combien d'ouragans traverseront l'océan Atlantique au mois d'août 2014, par exemple, ou 2021. Voilà. Oui ? Oui ? Oui ? Oui, par exemple, qu'il existerait une région invariante dont il ne sortirait pas. Bon, d'une part, comme vous l'avez compris, l'exposé que j'ai fait ici, et je suis rentré à aucun détail. Hein, donc, j'ai triché en de nombreux endroits. Je m'en excuse. Je voulais rester accessible. Hein. Je n'ai pas défini péché mortel pour un mathématicien. La plupart des mots que j'ai employés n'étaient pas définis. Hein. J'ai parlé de quasi-périodique. J'ai dit que c'était essentiellement une superposition de mouvements circulaires. Et quand j'ai employé le mot stable, j'ai pris soin de ne pas le définir. Hein. Alors, si vous me demandiez de définir le mot stable, je le ferai avec grand plaisir si vous mettez un tableau noir et vous me donnez au moins 1 heure. Hein. Et là, je pourrais vous décliner le mot stable sur un certain nombre de sens variés, différents. Par exemple, Poincaré aimait bien la stabilité au sens de poisson, par exemple. On peut en discuter longuement. En tout cas, je m'excuse de ne pas répondre à votre question parce qu'elle est trop technique. Voilà. Mais avec plaisir devant un tableau noir. Oui ? Voilà. Je voudrais poser une question à propos de l'effet papillon. L'effet papillon a été, enfin, les transitions vers le chaos ont été énormément étudiées par les mathématiciens en petite dimension. Et ensuite, il y a eu une réflexion sur le fait que, très probablement, avec un très grand nombre de degrés de liberté, il y a d'autres phénomènes statistiques qui entrent en œuvre et qui induisent une beaucoup plus grande régularité. Quel est l'état des connaissances à l'heure actuelle ? Je pense que tu en connais plus que moi sur la question, parce que ce n'est pas vraiment une question à un mathématicien que tu poses, c'est une question de physicien que tu poses. Hein, et comme tu le sais, je suis loin d'être un physicien. Dès que j'ai un truc à faire avec mes mains, je casse tout l'objet. Hein. Bon, donc pour répondre à ta question, en effet, j'ai cru comprendre qu'initialement, Lorentz, lorsqu'il étudiait ce qui est devenu l'effet papillon, avait des premiers modèles qui étaient en très grande dimension. Je crois qu'il travaillait au départ avec une vingtaine de degrés de liberté, si je me souviens bien. Ça le dérangeait un peu d'un point de vue, on n'a qu'à dire, médiatique. Et il était très content de diminuer les dimensions jusqu'à la dimension 3 et son fameux papillon de Lorentz.
Donc tu as parfaitement raison que le chaos apparaît relativement facilement en dimension 3. Et la question que tu poses, c'est qu'est-ce qui se passe en grande dimension? Alors je vais te répondre, je n'en sais rien, et je trouve que c'est une super question à laquelle je réfléchis régulièrement sans aucun succès. Alors je vais donner un exemple très simple que je vais poser à mes confrères mathématiciens ou à toi d'ailleurs. Prenons même un champ de vecteurs dans Rn, champ de vecteurs même quadratique. C'est un espace vectoriel de dimension finie qui dépend de n. On peut poser la question, quelle est la probabilité qu'il soit chaotique? En fonction de n. Quand n tend vers l'infini, ça tend vers 1 ou ça tend vers 0? Ou peut-être autre chose, mais enfin, je suis plutôt tendance à 0 ou 1. Eh bien, très sincèrement, moi j'ai conjecturé l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, et je n'en sais plus rien. C'est une question que je trouve très intéressante de comprendre les systèmes dynamiques disons, polynomiaux d'un degré donné lorsque la dimension de l'espace tend vers l'infini. Mes collègues qui font la dynamique des fluides ont plutôt tendance à penser que plus la dimension grandit ou même qu'elle devient infinie, ils ont plutôt tendance à penser que le chaos disparaît. Hein. C'est ce que j'entends dire. Mais ils disent des choses, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont raison. Hein. Enfin, ils disent ça. Il y a plutôt, dans le monde physique, dans le monde des physiciens, ou dans le monde des eudépistes, il y a une espèce de tradition qui laisse penser qu'en grande dimension, les choses sont rarement chaotiques. Et je dois avouer que dans mon monde, qui typiquement est en petite dimension, et il m'arrive même en dimension 1, Michel et Jean-Christophe ont souvent été en dimension 1, c'est plutôt la petite dimension, on s'attend plus à avoir du chaos. Mais réponse à ta question, je n'en sais rien. Merci d'avoir posé la question. Ah ben voilà une question intéressante. Alors voilà une question qui est intéressante et qui mérite qu'on précise même le sens du mot chaos. Bassam dit, si je prends dans une boîte, je prends 10 puissance 23 boules qui sont en train de choquer les unes des autres, je crois qu'on a plutôt démontré que le mouvement est chaotique dans ce cas-là. Hein, enfin, on pense que... Voilà. Le chaos est établi plutôt que... Voilà. On pense en effet qu'un grand nombre, 10 puissance 23 boules dans une boîte en train de se choquer... On ne connaît pas le problème intéressant avec masse égale. Oui, mais c'est une question qui est un peu trop matheux, là. Par contre, si tu me démontres que c'est chaotique, tu auras un super théorème qui intéressera aucun physicien. Parce que ce qui intéresse le physicien, ce n'est pas le chaos de la position des particules. Ce qui intéresse le physicien, c'est l'évolution du fluide en tant que fluide, avec les données macroscopiques, les données thermodynamiques macroscopiques. Donc si tu me démontres que les 10 puissance 23 boules qui se choquent dans ta boîte forment un mouvement chaotique, je suis sûr que des tas de physiciens vont te rire au nez. Je me souviens encore avoir entendu... Mais si tu regardes l'univers de très très loin, après tout n'est pas chaotique parce que... Tout à fait. Je me souviens très bien de Arnold, dans un exposé, se moquer de qui d'ailleurs? Se moquer de ce genre de questions en disant, voilà, s'il y a un papillon qui bat des ailes et qu'il y a une particule qui, au lieu d'aller là, va là, moi je m'en fiche parce que je respire de toute façon de l'air. Donc, d'un point de vue macroscopique, le chaos, dans ce cas, est invisible. Donc, il faut qu'on réfléchisse bien à ce qu'on appelle chaos, à quelle échelle on le regarde. L'air dans cette salle est très probablement chaotique, mais moi, j'ai l'impression d'être dans un air calme. Hein? Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une discussion sur l'échelle de temps et d'espace où on regarde les choses. Comme le système solaire n'est pas chaotique à l'échelle de 1000 ans, et il est chaotique à l'échelle de 100 000 ans. Étienne, il y a une question de Bernard Derrida derrière toi. Juste. Oula, j'ai peur. Non, mais que pour les physiciens, par exemple, le fait d'expliquer que quand on mélange de l'eau froide et de l'eau chaude, ça devient de l'eau tiède, on a besoin du chaos. Bien sûr. Donc c'est intéressant de savoir que le système de beaucoup de particules est chaotique. Même si dans ce cas-là, le fait de prendre de l'eau froide et de l'eau chaude, ça fait de l'eau tiède, on n'imagine pas trop ça comme un truc chaotique. Mais en effet, tu as raison. C'est absolument indispensable pour le coup. Bien sûr. Oui. Non, voilà, la réponse à la question, c'est ça dépend des échelles, ça dépend comment on regarde, ça dépend... Voilà, tout à fait.
C'est bon. Merci beaucoup. Merci.